Fille d'entrepreneur nord-côtier, c'est comme attachée politique que Diane Barbeau s'intéresse au service public. Elle devient en 1994 une députée reconnue pour son approche terrain et son écoute. Ayant à cœur les causes sociales, elle se voit contrainte de mettre fin à sa carrière en 2003 en raison de problèmes de santé. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Barbeau. Bonjour. Bienvenue à Mémoire de député. Ça fait plaisir. Vous êtes né dans les années 60 à Haute-Rive, Oui. avant la fusion avec Baie-Comeau. Oui. Alors, parlez-nous de votre enfance sur la Côte-Nord. Ben, j'ai eu une belle enfance. Mes parents étaient entrepreneurs. Il y avait un dépanneur. Ils ont eu un dépanneur, plusieurs d'ailleurs. Puis j'ai été, disons, encouragée à travailler tôt. J'avais 12 ans, puis j'étais au comptoir du dépanneur. Puis mon père, il disait, il y avait des gens, des fois, qui disaient je veux pas me faire servir par un enfant. Puis là, il disait aux gens, si elle se trompe dans le change, je vous donne gratuitement ce que vous avez acheté. Je me trompais jamais. Mais c'était un peu... j'avais un père très affectueux, bon vivant, rigoleur. Une mère plus à la tâche, plus sérieuse un peu, mais très, très dévouée pour ses enfants. Puis j'ai eu rien à dire de mon enfance. J'ai des beaux souvenirs. Je vois ça que c'est souvent les gens qui ont des dépanneurs, ça devient une affaire de toute la famille. C'est vraiment ça dans votre cas. Parce que c'est très exigeant. Hein? C'est ouvert beaucoup d'heures. Il me semble de mémoire, c'était de 8 à 11 le soir. C'est sûr qu'on peut avoir un employé ou deux, mais c'est pas si payant que ça pour avoir beaucoup d'employés. C'était pas une chaîne, c'était vraiment un dépanneur parti par mon père. Là. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, à interagir avec le public. Parce que j'étais adolescente quand j'ai commencé. Je me tentais plus ou moins quand les gens n'étaient pas sympathiques. J'avais envie de les envoyer promener. Puis je devais me contrôler. Mon père était très sévère là-dessus. Les gens, il faut toujours tu souris. Même s'ils ne te répondent pas, tu es toujours de bonne humeur, souriante. Puis il insistait. Fait que ça m'a servi beaucoup dans l'avenir, dans mes autres emplois, même comme députée extrêmement, là. J'étais habituée avec les gens et le public à réagir avec eux. Haute-Rive, c'était une ville intéressante à grandir? Oui, oui. On était proche de l'eau, on était proche du fleuve. Mais nous, on n'était pas direct sur le bord de l'eau, là, mais on n'était pas loin, ça se faisait bien. Non, j'ai bien aimé vivre, grandir dans cette ville-là. Il y avait Baie-Comeau qui était proche. Moi, j'avais beaucoup de parenté à Baie-Comeau. Donc, quand il y a eu la fusion, il y a eu, pas de chicane, là, mais disons qu'il y avait des temps silencieux. Oui. Vous êtes devenu, à un moment donné, secrétaire comptable. Oui. Mais après ça, quand vous avez quitté Haute-Rive, quelle sorte d'emploi avez-vous quand vous êtes allé à Montréal, dans la région de Montréal? J'ai commencé au Dixilly, à Haute-Rive. Comme secrétaire comptable. Puis j'ai fait quelques temps là. Puis j'ai une amie qui était déménagée à Montréal. Puis elle m'a invitée à aller à mes vacances la voir. Puis je suis jamais revenue. On a eu du plaisir. On sortait, on était jeunes, on avait 20 ans. On sortait toutes les deux. Elle était seule à Montréal, donc elle était bien contente de m'avoir, de ma venue. Puis là, à Montréal, j'ai commencé à travailler dans un supermarché, dans une résidence de personnes âgées. J'avais deux, trois emplois à temps partiel. Mais j'ai bien aimé ça aussi, parce que ça m'a appris d'autres choses. On apprend tout le temps, moi, je pense, dans n'importe quel emploi. Après ça, j'ai travaillé dans une usine de foam. Là, j'étais au département des commandes. Puis moi, je m'occupais du côté... comme je parlais pas beaucoup anglais à l'époque, on avait beaucoup de clients anglophones. Ici, j'ai une anecdote. On avait des fiches dans le temps, l'informatique n'était pas encore... Puis c'était tout upholstering, qui veut dire rembourrage. Mais moi, je savais pas, fait que je disais, il y en a donc bien qui ont le même nom, ils ont le même nom.
Je comprenais pas. En tout cas, bon, de toute façon, c'est une anecdote. Mais puis là, j'en étais deux au département des commandes, puis l'autre, elle parlait anglais, fait qu'elle s'occupait des Anglais. Puis moi, je m'occupais des problèmes. Fait que quand il y avait des plaintes, puis des erreurs, puis ça, je descendais dans l'usine, puis j'essayais d'aller régler les problèmes. Puis à un moment donné, j'ai été recrutée par un chercheur de tête. Puis j'ai travaillé chez un compétiteur. J'ai commencé comme adjointe administrative pour devenir directrice de production. Parce que le directeur de production, il connaissait rien. Il ne savait pas comment ça fonctionnait. Fait que moi, je prenais des commandes, mais là, les clients me rappelaient, puis les commandes n'étaient pas arrivées. Fait que j'allais dans l'usine, puis je comprenais pas, il n'y avait rien de fait. Fait que c'est moi qui ai commencé à dire au gars, ben prends ce bloc-là, ce numéro-là, mets-les sur la scie, regarde les mesures que je te donne, puis coupe-les à ces mesures-là. C'est moi qui faisais les deux jobs. Fait que j'ai dit au patron, moi, je peux pas travailler à deux emplois, même deux endroits en même temps. S'il n'est pas capable, soit je prends sa place, soit tu en trouves un autre. Finalement, j'ai pris sa place. Puis j'étais en formation à Toronto. Puis j'ai travaillé là juste... À un moment donné, j'ai laissé parce que j'avais un conflit avec le patron qui était particulier. Il y avait une façon de gestion qui ne me convenait pas. Parce qu'il n'y avait pas de syndicat dans l'usine. Puis moi, j'étais une fille qui respectait l'entrée, les anciennetés. Puis je respectais beaucoup les employés. Puis lui, il passait un par-dessus l'autre. Il créait beaucoup de conflits. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable de travailler dans cette ambiance-là. Je suis partie. Puis pour me ramasser au chômage à Boucherville, en 89, pendant l'élection. Puis là, on a demandé à mon ami que j'avais été trouvée, là, on était déménagés là, si elle voulait s'impliquer aux élections. Puis elle a dit non, moi, j'ai pas le temps, je travaille, mais mon ami ne travaille pas. Fait que moi, je suis allée m'impliquer à l'élection de François Beaune, bénévole. Je connaissais absolument rien en politique. J'étais comme beaucoup de personnes. Je voyais la politique comme pas intéressante et pas vraiment attirante. Puis quand je suis arrivée à cette élection-là, j'ai adoré tout le militantisme, l'implication des gens, la volonté d'avancer puis de faire convaincre les autres de leurs idées. Là. J'ai adoré ça. Puis c'est comme ça que je me suis ramassée attachée politique pour... Ben, j'ai commencé secrétaire, puis je suis devenue attachée politique après. Mais là, c'est un député péquiste. Oui. Étiez-vous déjà péquiste? Étiez-vous déjà intéressé par la politique? Ou... Non, je n'étais pas intéressée par la politique. J'étais comme la plupart des citoyens. Je voyais ça à la télé, puis ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que ça avait l'air tout des menteurs, puis tout du monde malhonnête, là, comme on pense, là, comme tout le monde pense. Puis ça ne m'intéressait pas du tout. Mais moi, ma famille, mon père, n'a jamais vraiment parlé de politique, mais on était très, 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 très nationalistes. En 80, moi, en 76, je ne pouvais pas voter, j'avais 15 ans. Puis j'ai pleuré parce que j'étais contente que le PQ rentre. Puis en 80, je pense que c'était mon premier vote. Puis j'ai perdu. Bien, c'est à Côte-Nord, je ne suis pas sûre, là, mais au total, j'ai perdu mon référendum. Mais comment je dirais ça? C'est comme toujours été... Pour moi, le Canada, ça n'a jamais été mon pays. C'est comme dans mon cœur, là. Je dirais que j'étais souverainiste de cœur. Puis quand je suis devenue députée, je suis devenue souverainiste de tête. Parce que là, j'avais des affaires concrètes à tous les jours qui me disaient que c'était mieux de s'occuper de nos affaires. Oui, mais alors, si je ne me trompe pas, vous étiez, comment dire, souverainiste, nationaliste, sans être nécessairement péquiste. Bien, j'ai jamais pris ma carte de membre avant 89, mais en 76, j'étais contente que le parti gagne. Puis en 80, j'ai voté pour la souveraineté. Puis j'ai toujours voté un peu comme, tu sais, au fédéral, j'ai voté pour Mulroney dans le temps, là. Mais là, je vote Bloc québécois depuis qu'il existe. Des fois, c'est dur à expliquer. C'est comme... Je me reconnais pas dans le Canada. Je l'ai fait au complet, le Canada. J'ai fait l'Ouest canadien. J'étais dans l'Ouest. On est parti 1 mois et demi. J'ai tout vu. J'ai adoré ça. Mais j'aurais été aux États-Unis, puis j'aurais eu le même feeling, là, pour moi, là. J'étais pas dans mon pays. Je sais pas comment expliquer ça autrement, là. C'est le Québec d'abord. Et vous êtes toujours engagé
comme attaché politique, mais aussi dans votre ville, Vanier, ouais. pour les causes sociales dans la région. Est-ce que c'est cette implication pour les causes sociales qui vous a amené à vouloir être député? Oui, puis non. En fait, c'est mon expérience comme secrétaire attaché politique qui m'a fait découvrir le travail de député sans l'être. Puis j'ai commencé à militer dans le comté parce que je voulais connaître cette partie-là. Parce que moi, j'avais milité une campagne électorale, mais je n'avais pas milité de façon permanente. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui me manquait un peu. Fait que moi, je suis comme une personne curieuse, je veux toujours apprendre. Fait que je me suis informée à Québec, parce que moi, j'étais dans le comté dans le temps Bertrand, mais qui est devenu Marguerite-Diouville. Mais je vivais à Québec. Fait que je me suis informée s'il y a un comté qui avait besoin. Puis on dit, bien, le comté où tu habites, là, il aurait besoin d'aide. Fait que j'ai commencé à... Puis je suis devenue registraire, parce que comme attachée politique, je ne pouvais pas être élue sur un exécutif. Mm. Il y avait comme un problème là, ça se faisait pas. Fait que j'étais registraire, ça, je tenais compte des listes de membres. Puis je faisais du renouvellement de cartes et tout ça. Mais j'ai été aussi, j'ai fait des choses comme présidente de maison de jeunes, j'ai fait quelques affaires comme ça. Mais à force, c'est comme si, quand j'étais avec mon député, puis je militais dans le comté, puis je voyais les besoins, puis les personnes qui habitaient dans le comté, j'avais envie d'aller moi-même défendre les gens. Parce que lui, mon patron, je pouvais bien y dire des choses, mais c'est en bout de ligne, c'est lui qui défendait selon ses valeurs, selon ses choses. Fait que à un moment donné, j'ai comme développé le goût d'aller moi-même au caucus puis défendre les choses. Puis ça s'est fait un peu... c'était pas quelque chose de planifié, là. J'aurais jamais pensé ça. Moi, ça m'avait dit ça un jour, j'aurais dit, ben, je suis bien trop honnête puis franche pour être députée. C'est ça que je vous aurais répondu avant 89, probablement. Puis c'est ça, à force de militer, puis voir les besoins des gens, puis comment ça marche, puis je me suis comme dit, ben, les gens me le disaient aussi dans le comté. Les gens disaient, hey, quand tu nous expliques la politique, on comprend. Ça a l'air intéressant de la manière que tu en parles. Je dis, oui, c'est intéressant, mais c'est pas l'allure que ça a, mais ça l'est. Puis je l'expliquais, je prenais le temps de l'expliquer. Puis là, les gens disent, tu devrais y aller, toi, on comprend que tu nous parles, puis tout ça. Ça s'est fait tranquillement dans ma tête. Puis à un moment donné, j'en ai parlé à mon patron, mon député pour lequel je travaillais, puis il me dit, ben oui, tu serais bonne, vas-y donc. Puis il m'a encouragée. Mais vous dites que vous n'aviez pas le profil d'une candidate idéale. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à devenir le candidat péquiste en Vanier? Disons que je n'étais pas la candidate idéale pour les têtes du parti, l'establishment qu'on appelle, compte tenu qu'on allait probablement prendre le pouvoir. On voulait plutôt des têtes d'affiche, des vedettes. Mais je pense que j'étais la candidate idéale pour le profil de mon comté. J'avais le profil du comté, qui était un comté plutôt classe moyenne, avec des bonnes poches de pauvreté, puis une poche un peu plus aisée. On parle du comté du coin de Le Bourgneuf, tout ça. Disons que j'avais pas mal le profil du comté. Moi, c'est ça. Ce que j'ai fait, connaissant déjà la façon de penser des gens à l'interne, puisque je travaillais depuis quelques années, je ne l'ai pas dit tout de suite. Je l'ai pas dit tout de suite parce que je savais qu'il y aurait des comtés pour des vedettes. Puis ça, je savais comment ça marchait. Donc, je ne l'ai pas dit tout de suite. Puis étant enregistraire, bien, c'était tout à fait normal que j'envoie des cartes, nouvelles cartes au PQ national. Donc, pendant, je ne me souviens plus, peut-être un an et demi, là, j'ai vendu des cartes. J'en ai vendu au moins 500-600. Fait que je savais que ces gens-là, ils voteraient pour moi. Mettons qu'il y en a juste la moitié qui viendrait, là, parce qu'il y aurait toujours des engagements, de travail, des affaires de même. Mais je savais que ces gens-là, c'était ma base solide. C'était des gens que je connaissais. Fait que après ça, un jour, je l'ai annoncé. Quand je su que j'étais assez solide, là, j'avais une bonne base, je l'ai annoncé. Là, ça a commencé... j'ai eu des gens qui m'ont dit des choses méchantes. Ils m'ont dit, parce que j'ai pas de degré universitaire, qui m'ont dit que c'était pas intéressant des gens qui avaient juste un secondaire 5, par exemple,
ou des choses comme ça, là. Les gens, il y en a qui travaillaient pour l'autre candidat, là, puis ils essayaient de me décourager. Mais ça, dans mon cas, ça marche pas. Quand on essaie de me décourager, ça me donne 2 fois plus d'énergie. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré quelques fois chez moi parce que c'était quand même difficile, là. Puis on a essayé de m'envoyer au bloc aussi. Il y en a qui ont dit « Ah, tu devrais aller au bloc. » Je dis « Ben oui. Moi, je vais aller siéger à Ottawa pendant que j'ai le Parlement ici à côté de moi. » Ça me tentait pas, puis ça me tentait pas d'aller au bloc. Moi, je voulais aller au Parti québécois. En tout cas, on a essayé toutes sortes d'affaires, là. Des fois, c'était plus sournois, là, mais j'étais assez brillante pour savoir d'où ça venait, puis tout ça. Puis que je me suis pas laissée décourager par ça. Puis j'ai aussi opté pour une approche personnalisée auprès des membres. C'est-à-dire que mon adversaire, à la convention qu'on parle, là, mon adversaire, il faisait des photocopies d'une lettre à tout le monde. Et moi, avec l'aide de quelques amis secrétaires, on a fait des lettres personnalisées à tous les membres, signées de ma main, chacune. Ça en faisait beaucoup. Mais mettons qu'il y avait une famille, on avait monsieur un tel, madame une telle et ses enfants. Tout était écrit, tout était très personnalisé. C'était beaucoup de travail, là. On a travaillé des soirées complètes, mais ça a eu un impact majeur. Les gens ont dit, vraiment, on est impressionnés. Puis ils m'appelaient pour me le dire, que vous ayez tout signé ça de votre main, que vous ayez personnalisé les lettres. Les gens sont un petit peu tannés des fois des photocopies, des choses impersonnelles. Fait que c'est un peu ma stratégie à moi. Puis j'ai gagné quand même assez fort. Je pense que j'avais 80 des votes à ma convention. Ça veut dire que les gens que vous avez personnalisés, si je peux le dire, sont venus voter. Oui. Bien, par exemple, mon adversaire, il faisait dans une rue. Mettons qu'il y avait une maison avec 4 membres, puis 4 maisons avec 1 membre. Il faisait seulement la maison des 4 membres. Moi, je faisais toute la rue. Puis quand je suis arrivée à ma convention, il y avait 2 portes. Fait que je voyais pas tout le monde rentrer, je voyais une partie. Quand je me suis assise en avant, je me suis retournée pour regarder la salle et j'ai eu comme un peu un malaise. J'ai dit « je gagne ». Parce que je connaissais les membres. Je connaissais, moi, les 1 dans les maisons. Les 1 puis les 4. Puis j'ai vu des 4 qui sont pas venus. Tu sais, je les connaissais. Ça faisait des années que je m'en occupais des renouvellements et tout ça. Fait que je me suis revirée. Je suis venue comme... J'ai eu comme un... Ouf, je pense que je gagne. Puis là, j'avais jamais fait de discours. Moi, c'était mon premier discours. Je me demandais, vous étiez contre quelqu'un qui était un politicien d'expérience. Oui. Alors, comment c'était ce côté-là? Bien, j'avais jamais fait de discours public. Je l'ai travaillé. J'ai travaillé des mois et des mois. J'ai montré à plein de monde pour qu'ils me donnent leur avis, si ça me ressemblait. Puis moi, je l'ai pratiqué devant le miroir avec une enregistreuse pendant des heures et des heures et des jours. Je me suis enfermée dans un hôtel la dernière fin de semaine avant, là, les derniers jours avant. Je me suis fait faire des massages. Puis j'étais toute seule dans ma chambre à pratiquer mon discours. C'est sûr que je n'ai pas donné un discours d'une personne expérimentée, c'était évident, mais je le maîtrisais. Je savais ce que je disais, je me suis pas enfargée, ça a bien été pour ça. C'est sûr que ça paraissait que c'était mon premier, là. Mais j'ai réussi à passer mon message sans avoir des paniques ou quoi que ce soit, là. C'était vraiment un gros défi pour moi, pour une fille que personne connaissait. Mais là, c'est une chose d'être candidate, c'est l'autre chose de gagner les élections. Et oui. Vanier avait voté libéral depuis 85 au moins. Est-ce que vous pensiez vraiment pouvoir renverser la tendance? J'essaie de me rappeler comment je me sentais à l'époque. On dirait que pour moi, l'étape de la convention était beaucoup plus difficile que l'élection. Parce que la convention, je trouvais que ça dépendait beaucoup de mes efforts, de tout ce que j'allais faire. Tandis que l'élection, même s'il y avait un peu qui dépendait de moi, on sait très bien que c'était... quand il y a une vague... tu sais, je veux dire, j'étais là au bon moment, je pense. Je veux pas me donner trop de crédit par rapport à l'élection, là. Je pense que
Quand il y a une vague, il y a une vague. Vous avez déjà parlé un peu de Vanier comme circonscription, mais elle a déjà été décrite comme une circonscription ouvrière, où il y a des poches, comme vous dites, de pauvreté là-dedans. Est-ce que cette situation sociale, si vous voulez, est-ce que ça détermine un peu le travail que le nouveau député doit faire? Oui, parce que comme j'ai travaillé pour un député d'un comté plus riche, Boucherville, on sait que c'est pas... Il y a peut-être il y a sûrement des pauvres, mais je veux dire, c'est pas de même voyons, profil. J'avais pas la même clientèle, je dirais, la même demande. Je dirais que la plupart des demandes venaient de la partie la moins favorisée. Parce que les gens qui sont pauvres monétairement, bien souvent, ils ont moins d'outils aussi, ils sont moins scolarisés, ou ils ont moins d'outils pour se défendre dans la société. Fait qu'ils arrivaient avec des affaires qu'ils avaient signées, par exemple, parce qu'un fonctionnaire lui avait demandé de signer ça, puis il n'aurait pas dû signer ça, parce qu'il n'était pas obligé, par exemple, de signer ça. Fait qu'il arrivait à mon bureau, puis il était pris dans quelque chose. Moi, j'essayais, là. C'était pas toujours facile. Des fois, on peut pas revenir en arrière si on signait quelque chose, puis il aurait dû pas le signer. Mais je faisais tous les efforts pour essayer de régler leurs problèmes. Comme, par exemple, à l'aide sociale, il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure, des fois, là. Il y a une culture de contrôle à l'aide sociale, puis on m'arrivait avec des affaires sans queue ni tête, là. Mais je me débattais fort pour eux. C'est les autres qui accaparaient la plupart de mon temps, mais c'était correct, là. C'est eux qui avaient besoin de moi. À part ça, j'avais des fois des demandes d'aide pour des entreprises, des petites PME, parce que j'ai quelques parcs industriels dans le comté et tout ça. Fait que la plupart du temps, c'était ça, là. C'était vraiment le portrait de mes demandes que j'avais. C'était correct, parce que c'est ces gens-là qui avaient besoin d'aide. Ça a dû faire des journées, les lundis, les vendredis, dans le comté, assez chargées avec ça. Parce qu'il y en a d'autres députés qui sont dans le bureau de comté, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes à régler, là. Ben oui, c'était... J'avais une grosse boîte de Kleenex, là, parce que, je veux dire, j'avais des cas... Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est sûr que les personnes qui sont dans la pauvreté, qui sont poignées avec l'aide sociale, puis qui en arrachent, puis ça, j'en avais beaucoup. Puis je faisais au maximum, là, avec eux, mais aussi quand je travaillais ces réformes avec Mme Harel. Là, je pouvais transporter ce qui m'avait été soumis, je pouvais le transposer dans la réforme. Ça, c'était super intéressant, mais on est là pour ça, là, à mon avis. Mais ce que j'ai trouvé plus difficile dans l'époque où j'étais députée, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, mettons, autour de 55 ans, qui perdaient leurs emplois, qui n'avaient pas d'emploi. Ça, je trouvais ça tellement difficile parce que ces personnes-là qui avaient toujours travaillé, étaient obligées de demander l'aide sociale, ils pleuraient dans mon bureau. Madame Barbeau, je peux pas demander l'aide sociale. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été fière. Puis ils braillaient, je braillais avec eux autres. Je sais y passer, j'ai envie de brailler encore. Mais je savais pas quoi faire pour eux. Il y avait... Tu sais, je veux dire, quand les employeurs, ils veulent pas y prendre parce qu'ils sont trop âgés puis qu'ils ont le choix de la main-d'œuvre, tu peux pas y forcer, là. C'était vraiment... Je me souviens de cette problématique-là qui a duré quelques années, là, dans le temps que j'étais là, puis on se parlait entre députés, puis on vivait toute la même chose. Puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, ces personnes-là? Mais dans ce cas-là, pour vous, là, quels sont les éléments les plus importants dans cette lutte contre la pauvreté? Bien, il y a plusieurs choses. Si on regarde, je pense qu'on peut pas... Il n'y a pas une solution, il y a plein de petites solutions. Si on regarde les CPE, entre autres, ça, c'était un moyen parmi d'autres. C'était d'un peu casser le modèle. C'est-à-dire que un enfant qui est chez eux, qui... Je dis pas que les parents sont tous comme ça, là, mais des parents qui font rien, puis qui se couchent tard, puis qui se lèvent tard, puis c'est sûr qu'ils vont intégrer le modèle. Ça fait que l'idée... Puis des fois, tes parents sont pas en santé non plus, ils ont des problèmes sociaux, il y a toutes sortes d'affaires. Pas tous les gens qui sont sur l'aide sociale, mais disons qu'il y en a une partie. Là, l'enfant, lui,
Puis j'en témoigne parce que je l'ai vécu dans ma famille. Parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est sur l'aide sociale, bon, a fait des choix dans la vie qui ont mené à ça. Puis elle ne voulait pas envoyer sa fille au CPE, puis je l'ai disputé, là. J'ai dit, ta fille, là, elle fait rien toute la journée, là. Là, elle va avoir des amis, tu sais. Finalement, elle l'a envoyée là, puis elle a fini ses études au cégep, puis je suis certaine que ça a joué. Je ne sais pas que c'est juste ça, mais moi, je suis sûre que ça a joué parce que là, elle l'emmenait avec elle au travail, puis elle était dans un centre d'achat, puis elle courait partout, puis elle voulait tout avoir, puis elle devenait pas fine, là, parce que c'était pas un lieu pour elle. Mais que moi, ça, c'est une partie. Ça, c'est... Il faut casser le moule, il faut changer le chemin un peu. Tu sais, moi, j'ai un peu de misère avec... Des fois, les gens disent « Ah, on va lui botter le derrière. » Puis... Mais moi, je pense qu'il n'y a personne d'humain qui a envie de se faire botter le derrière. Tu sais, je veux dire, c'est des gens... Ces gens-là aussi, des fois, à force d'être dans la pauvreté, ils développent des réflexes de un vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu sais, ce qu'ils ont, là, ils veulent rien faire pour pas perdre ça, là. C'est le minimum qu'ils ont, là. Fait que quand tu lui dis, tu vas aller travailler, puis là, tu lui enlèves des affaires, tu sais, ça met tout ça met tout en déséquilibre pour eux. Puis ils développent des sentiments d'hyperprotection, je dirais, là. En tout cas, c'est complexe. Mais il y a plusieurs affaires, comme la politique familiale, ça garde les femmes au travail aussi. Ça, c'était une belle politique, là. Moi, je l'aimais bien. Mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand on était là, on a travaillé à la réforme de l'aide sociale. Puis nous, les députés, on avait dit, on avait ça dans nos bureaux. Les gens se trouvent une job, mais ils ont été, ça fait 10 ans, mettons, qu'ils sont sur l'aide sociale, ou peut-être plus. Ils veulent, là. Ils sont tannés, ils veulent y aller, là. Puis là, c'est une job qui les intéresse, ça. Mais il faut qu'ils s'achètent du linge. Des pantalons noirs, mettons que c'est un restaurant. Des pantalons noirs, des souliers noirs, une chemise blanche. Mettons que c'est dans la construction ou ça prend des bottes. Bon. Ils venaient nous voir puis ils voulaient qu'on lui prête d'argent. Mais nous, on n'est pas des banques, là. On ne peut pas commencer ça. Mais on s'est rendu compte, les députés, qui étaient sur le comité de Mme Harel, que ça nous arrivait dans tous nos comtés, ça. Puis on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on avait fait des recommandations. En même temps, c'était Jacques Léonard. On avait fait 10 recommandations. Puis là-dedans, on avait mis par priorité ce qu'on pensait qui pouvait aider à sortir les gens de l'aide sociale et tout ça. Puis la première, c'était un 500 $ de bonus de retour au travail. Quand les gens prouvaient qu'il y avait une job avec une lettre, on lui donnait 500 $ tout de suite pour les aider à partir. Merci, Madame. À la prochaine. Merci.